C'est parti, bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode du podcast Méditation. On se retrouve avec un nouvel invité et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Gianni Locarini. Ça faisait un moment que je le harcelais pour faire un podcast avec lui. On me l'avait demandé aussi cet épisode-là, donc je suis vraiment content, Gianni, de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi. Salut, bienvenue dans le podcast Méditation. Comment ça va et dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui? Salut Paul, déjà merci pour ton invitation. On a mis du temps à trouver cette petite date, mais je suis content qu'on prenne le temps d'échanger. Et écoute, je suis positif, je suis dans Hmm. un bon jour, tout va bien. Top. Et oui, parce que Gianni, c'est quelqu'un qui a plein de cordes à son arc, qui accompagne des grands athlètes, des pilotes, des judokas, qui est dans le mouvement, dans le judo, dans le JJB, dans l'entraînement cognitif. Donc, il y a toujours plein de projets, plein de choses à faire, et ça, c'est génial. On va pouvoir parler de tout ça. Déjà, Gianni, toi, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah écoute, ce que je fais, bah déjà tu l'as un petit peu évoqué. Moi j'ai 34 ans, je suis judoka à la base. Mes deux parents sont professeurs de judo, donc je suis né dans cet environnement. J'ai fait du judo jusqu'à très, ouais, on va dire 25 ans, jusqu'à mes 25 ans, tous les jours, voire deux fois par jour. Donc ça, c'était une grosse partie de ma vie. Et ensuite, je suis monté sur Paris pour continuer à essayer de performer dans le judo. Et je me suis confronté à la vie parisienne et à faire des choix. C'est-à-dire que soit c'était mes parents qui prenaient en charge la continuité de mes études et de mon projet, parce que financièrement, il fallait aussi que je sois autonome et que je me débrouille. Donc, j'ai fait le choix de passer des diplômes, de commencer à travailler. Et là, ça m'a ouvert un nouveau monde, un monde que je connaissais pas, un monde d'adulte où il faut se responsabiliser et il faut trouver des solutions. Et donc voilà, j'ai passé des diplômes naturellement dans le judo pour commencer, avec un diplôme d'état de judo pour être professeur. Donc depuis que j'ai 18 ans, je donne des cours de judo encore jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, après j'ai passé des diplômes dans d'autres domaines, toujours dans le sport, mais plus dans la préparation physique, dans la préparation mentale. Enfin, ça, c'est des choses qui vont aussi t'intéresser. Donc voilà. Et je suis à la recherche de me former, d'être le plus compétent possible dans ce que je fais. Et comme tu l'as dit, il y a pas mal de choses que je fais. Après, voilà, j'essaie de pas m'éparpiller. Et donc voilà. Ouais, ça, on pourra en parler, ça, parce que c'est le revers de la médaille du fait d'être curieux, de vouloir optimiser la performance et d'utiliser pas mal d'outils et tout ça. Et à quel moment, eh ben, je complète mon arsenal et à quel moment je m'éparpille. Tu vois, la ligne, elle est fine entre les deux. Mais Mhm. déjà, donc, tu dis donc que le judo, finalement, c'est une histoire de famille chez toi. Ouais, Euh, carrément. Est-ce que tu peux nous ramener dans ces jeunes années là, quand tu démarres le judo, quand tu voilà, ton parcours dans le judo et qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as accroché toi après personnellement dans ce sport-là? Ouais, bah écoute, déjà, enfin moi je suis né au bord d'un tatami, hein. Mes deux parents étaient professeurs et étaient athlètes aussi, se sont rencontrés à l'INSEP, donc Ok. là où il y a les Hmm. judokas de haut niveau. Et voilà, écoute, moi j'ai grandi dans cet environnement. Pour moi, le judo, je me suis pas posé la question, hein, c'était naturel. Et j'ai toujours pris énormément de plaisir à m'entraîner, à faire des compètes ou autres. Et voilà, et en fait, j'ai performé assez rapidement quand j'étais gamin, sans forcément sans avoir d'objectif en fait. Moi, je me disais pas, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, ou je me mettais pas de pression à me dire il faut que je gagne telle compète. J'ai une anecdote qui me fait rire et que je racontera, enfin, je sais même pas si j'ai déjà raconté, mais mon père, donc c'était mon professeur, mon entraîneur, et le premier championnat de France que je fais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des championnats de France. Maintenant, il y a des championnats de France quand tu es très très jeune. Tu vois, genre,
Minime. minime, etc. Maintenant, enfin, avant, c'était cadet, quoi. Ok. Et en fait, donc moi, je faisais plein de compètes. Des fois, je faisais, je sais pas, une vingtaine de compètes dans la saison. Donc, c'était énorme. Et pour moi, c'était des entraînements. Parce que dans mon club, j'avais pas beaucoup de personnes avec qui m'entraîner, etc. Je m'entraînais avec les plus jeunes. Mhm. Et moi, j'étais un petit gabarit, etc. Donc j'avais pas vraiment d'opposition forte. Et du coup, on allait en compétition pour chercher ça, quoi. Donc mon but, c'était vraiment, pour moi, c'était des entraînements, quoi. C'était pas de gagner ou quoi que ce soit. Ouais. Et donc, en fait, je suis arrivé sur mes premiers championnats de France UNSS, donc scolaire à l'époque. Et en fait, je savais pas que c'était les championnats de France. Et j'ai fait la compète et tout. Je crois que je fais 5 ou un truc comme ça. Et en fait, c'est après la compète qu'on m'a dit, ah, t'es passé pas loin du podium, premier championnat de France et tout. Et je me suis dit, ah, ouais, c'était championnat de France et tout. Et enfin, c'était trop drôle parce que en fait, la salle, certes, elle était plus grande que d'habitude et tout, mais pour moi, c'était vraiment un jeu, quoi. C'était le jeu, Mhm. c'était le truc. Et, et ouais, cet état d'esprit-là, pour moi, c'était super important. Et je pense que c'est aussi à cause de ça, quand tu grandis, que tu as cette pression de résultats, de trucs et tout, où moi j'ai un peu perdu ce jeu. Et après, ça m'a un peu éloigné de cette essence de jeu et j'ai fait d'autres choix, quoi. Ouais, c'est ce que je répète tout le temps. Se concentrer sur le jeu et pas sur l'enjeu. Et là, ben, t'étais même pas Exactement. au courant de l'enjeu, donc t'étais juste concentré sur le jeu, quoi. Ouais, carrément. Super, super anecdote. Euh, donc, parce que ça amène à ma question, mais tu as un peu répondu finalement. Dans tes jeunes années de judo, t'as pas trop de stress, tu vois, si on aborde l'aspect préparation mentale, en compétition, t'es pas sujet trop au stress, à la pression, à ce que peuvent rencontrer beaucoup de compétiteurs finalement? Ouais, bah en fait, euh, c'est sûr que donc avec mon père, il était entraîneur, c'était mon entraîneur, et en fait, j'ai eu un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que normalement, quand tu es performant au judo, tu intègres des pôles espoirs, des Ouais. pôles France, etc. Et en fait, moi, j'habitais en Haute-Savoie à l'époque, donc Mhm. je m'entraînais dans le petit club de mes parents j'étais le seul cadet, etc. Il n'y avait pas d'adultes ou deux, trois adultes, etc. Donc c'était compliqué de trouver des partenaires. Et en fait, mon père, enfin mes parents ont fait le choix de me mettre au CNED. Donc j'ai fait 2 ans en fait d'école par correspondance. Donc je bossais avec mes bouquins chez moi, etc. Mon frère avait fait la même chose avec le ski freestyle. Ok. Euh, et donc en fait, on s'est retrouvés pendant 2 ans à la maison à bosser et à voyager partout en Europe. Mon père, on avait un trafic, un 9 places. On avait aménagé l'arrière où je pouvais dormir, etc. On avait coupé des tatamis de judo pour mettre sur les banquettes arrière, machin. Ça nous faisait une espèce de camping-car. Et pendant 2 ans, on a sillonné l'Europe à faire des compétitions bah, presque tous les week-ends. On restait sur des lieux de stage, etc. Le judo, c'est un petit milieu, du coup, on avait des connexions un petit peu partout. Et donc, on allait une semaine en Hongrie, une semaine à Strasbourg, une semaine en Espagne, ainsi de suite. Et Waouh. donc, enfin, pour moi, c'était une superbe expérience. J'ai un peu délaissé les cours à ce moment-là, pour pas te mentir. Ouais, ouais. Quand t'es livré à toi-même, même si t'as les cours à faire chez toi, c'est un peu compliqué. Mais voilà, et du coup, je voyageais beaucoup, je faisais des compètes, et comme je t'ai dit, les compètes, pour moi, c'était encore une continuité de s'entraîner, de progresser. Et donc, à cet âge-là, à cette période-là, j'avais pas du tout conscience de, de la récompense, etc. Il y a aussi, je pense, j'ai eu la chance que ça se passe tout de suite bien. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, j'étais performant. Et du coup, bah, je pense que ça se passe mieux quand tu performes. Il y a des questions que tu te poses pas trop. Et je pense que là où j'ai vraiment ressenti des questionnements ou des remises en question, c'était plus quand j'ai intégré donc le sport-études. J'ai intégré direct un pôle France à Marseille. Et, euh, et donc là, tu as 16-17 ans, tu arrives dans un internat, donc tu passes de l'école chez toi où c'est à ton rythme, le week-end. Moi, je faisais du foot, ça me Hmm. permettait de garder un lien sociable avec mes potes. Et parce que sinon, t'es coupé, tu vois, tu fais tes cours chez toi tout seul, etc. Donc, j'avais mes potes et tout le week-end. Et, euh,
et donc, j'ai intégré cet internat et là, tu passes dans un truc où tu es dans un collectif. Donc, tu as un professeur qui s'occupe d'un groupe et qui recherche la performance. Ouais. Sa motivation première, c'est d'amener un groupe à la performance et peut-être de laisser certaines personnes sur le carreau parce que finalement, il a choisi 3-4 personnes par catégorie dans le groupe, hein, donc sur l'année, les 2 ans qu'on va faire. Et de temps en temps, il y a des test matchs pour savoir qui c'est qui va partir 10 jours au Brésil, qui c'est qui va composer l'équipe en Espagne, ainsi de suite. Et donc là, on rentre dans un truc de concurrence, de performance. Et là, je commence à me dire, ah, putain, mais moi, t'es avec tes potes, et ils font le même poids que toi, t'es dans la même classe qu'eux, et puis, bah, en fait, t'es en concurrence, quoi. Il va falloir. Donc là, ça a commencé à rentrer en compte, et, euh, et je pense que je l'ai plutôt subi. Tu me demandes comment je le gère, je pense que je l'ai subi énormément. Et c'est ce qui m'a amené à passer après, plus tard, un diplôme en préparation mentale Ouais. parce que j'avais des questions, quoi. Hmm. Ben ouais, le contraste, il est énorme parce que tu nous parles de ton enfance, là, ton adolescence qui est vraiment à part. Enfin voilà, voyager en camion avec ses parents, aller faire du judo à droite, à gauche, c'est une aventure, quoi. T'es vraiment dans le jeu, t'es dans l'aventure. Et tu débarques en Pôle France, on sait que le Pôle France, c'est une machine à trier, quoi. On Mhm. fait le tri, on garde que les meilleurs, que ceux qui ont les meilleurs résultats. Ils partiront à l'INSEP ou ils continueront le circuit au niveau et les autres, ben, ils feront autre chose, quoi. Ouais, Donc le carrément. contraste, tu vois, entre ce que tu faisais là avec tes parents, l'aventure que tu vivais et l'arrivée en Pôle France, ouais, il est énorme, quoi. Ouais, ouais, c'était un très très gros chamboulement pour moi. D'ailleurs, même à la base, je devais rentrer au Pôle France à Strasbourg et j'étais pas prêt. Enfin, tu vois, je sentais que C'est loin, ça allait ouais. être violent et je me suis dit, bon, allez. Et finalement, en fait, j'avais plein de potes à Marseille et donc c'est encore l'amitié, on va dire, qui m'a, qui m'a, qui m'a poussé à faire ce choix finalement Ok. et mettre les pieds dans un lieu où j'avais déjà des bases, où je connaissais le groupe, je connaissais la plupart Hmm. des gens, quoi. Ok. Et donc, après ça, tu commences à trouver ta voie, j'ai envie de dire, en tout cas à cheminer sur ben, ce que tu fais et ce que tu es maintenant. Et qu'est-ce qui t'anime du coup à vouloir ben, du coup transmettre, accompagner à ce moment-là? Euh, c'est une bonne question. Il y a pas mal de choses qui m'animent et je pense que ces choses-là, elles ont évolué, elles évoluent à travers le temps. Parce que comme je t'ai dit, j'enseigne le judo depuis que j'ai 18 ans. Et je pense que ma façon d'enseigner, de parler aux gens, etc., la vision que j'ai de l'entraînement, elle a complètement changé, hein. Elle évolue avec le temps, avec l'expérience, avec les rencontres aussi qu'on fait, avec les choses qui nous arrivent aussi. Et donc voilà, je pense que j'ai commencé à enseigner au début, c'était pour gagner ma vie. Il Hmm. fallait que je travaille. Donc voilà, c'était vraiment, je me disais pas, ah, j'ai une passion pour l'enseignement, etc. Il fallait que je gagne ma vie, il fallait que je paye mon loyer. Enfin, c'était vraiment terre à terre, quoi. Hmm. Hmm. Et au fur et à mesure, bah, je me suis dit, il va falloir que je fasse des choix dans les diplômes et les formations que j'ai envie de faire. Et il va falloir que j'investisse mon temps. J'utilise souvent ces termes-là d'investir son temps. Euh, Parce que pour moi, c'est ça, c'est des questions de choix, tout à l'heure, je te disais, c'est important de pas s'éparpiller. Tu vois, quand tu citais au début que tu m'as présenté, tu as dit fais ci, fais ça, etc. Mais pour moi, j'investis vraiment mon temps dans les domaines où j'ai envie d'être compétent. Et voilà, pour moi, c'est important d'être compétent si après tu veux accompagner les gens. Et donc, voilà, ce qui m'a motivé au début, bah, c'était, le mot est très très fort, mais c'était survivre, enfin, c'était vivre. Ouais, bien sûr. Et ensuite, bah, j'ai passé ce cap-là et je me suis pris un peu, je me suis trouvé des passions, on va dire, et surtout j'ai trouvé des réponses parce que quand j'étais athlète, j'ai eu ce parcours-là et je commençais à avoir plein de questions. Je me disais, mais attends, est-ce que c'est moi et est-ce qu'il y a que moi qui traverse ça ou autre? Et donc, un des premiers diplômes hors judo que j'ai fait, ça a été pour être préparateur mental.
Donc c'était sur la psychologie du sportif et la préparation mentale à Lille. Mhm. Et j'ai eu la chance d'avoir une promo, parce que ça joue énormément dans une formation, j'en reste persuadé, c'est le groupe avec lequel tu passes la formation. Ouais, ouais. Et j'ai eu une formation exceptionnelle. Je suis en contact avec encore la moitié de la promo, encore 10 ans après. On s'appelle, etc. Et il y avait énormément de psychologues, enfin, il y avait vraiment de différentes sphères dans cette formation. Et en fait, j'ai fait cette formation, non pas pour être préparateur mental, c'était pas mon objectif, mais c'était pour trouver des réponses. Et cette formation, elle était incroyable. Franchement, elle était incroyable. Je trouvais, en fait, j'étais confronté à des cas où je me disais, il faut pas que j'en parle. Ce qui se passe là, il y a que toi qui le vis, tu sais, un peu timide, sur des émotions, sur des trucs. Ah, faut surtout pas en parler, ouais. Je vois. Ouais, je me disais, attends, en plus, on était, comme tu l'as dit tout à l'heure, on était dans un groupe, il y avait des sélections. Et si tu commences à évoquer que tu es en doute, Ouais, que tu sais pas le poids, le truc, enfin, t'as plein de pressions différentes qui s'accumulent. ouais. Et donc, je me disais, bon, ah, vas-y, il y a que toi, tu réfléchis trop, là, tu te poses trop de questions et tout. Donc je mettais plus des couvercles pour éteindre le feu qu'essayer de comprendre. Et là, j'arrive dans un Mhm. endroit où on enlève tous les couvercles, on dit, vas-y, on va regarder ce qui mijote, on va regarder comment ça se passe. Ouais. Et c'était super intéressant. Franchement, Mhm. et je me suis même reconfronté à des choses que j'avais mis en sommeil, où je me suis dit, attends, vas-y, replonge-toi dans cette situation, replonge-toi dans Ouais, cette période où tu ressentais ça, etc. ouais. Et avec des outils, avec cette capacité d'analyse De et de compréhension, ouais. compréhension, ouais. Et tu comprends qu'en fait, c'est normal, tout le monde doute, tout le monde a des pensées, tout le monde a des émotions, mais qu'en fait, et peut-être aussi à la période où toi, tu es en pôle France et tout, ben, on n'en parle pas en fait. La préparation mentale, ça n'existe pas, il faut surtout pas parler de ses faiblesses, de ses vulnérabilités, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai qu'en plus, à cette période-là, c'est vrai que le préparateur mental, c'était pas démocratisé comme ça l'est aujourd'hui. Ouais. Et, euh, et donc, non, franchement, c'était vraiment trouver des réponses. Et ça m'a appris aussi, cette formation, elle m'a appris vraiment plein de choses sur le pouvoir que pouvait avoir un entraîneur, du discours, l'importance du discours qu'on peut avoir avec les athlètes. Et en fait, dans cette formation, donc j'avais des cas d'études à faire. euh, Mhm. et je me suis retrouvé donc à avoir en préparation mentale un samboïste qui est un pote à moi, Samy, et une joueuse de squash, je ne vais pas forcément donner son nom, mais voilà, qui faisait partie de l'élite française. Et donc, durant toute ma formation, j'accompagnais ces deux athlètes qui avaient pour l'un, les championnats du monde, pour l'autre aussi des championnats du monde, etc. Et donc, je me disais, je me retrouvais dans un bureau face à face, à mener des entretiens, à faire des tests, etc. Parce que c'était ça qui m'intéressait aussi, pardon, dans cette méthode, c'était que c'était scientifique, tu vois, c'était pas bon, je pense, écoute-moi, fais-moi confiance, on va aller là. Non, il y avait rien de mystique, tout était posé, c'était réfléchi, et moi, c'est ça qui m'intéressait. Et, euh, et en fait, donc, je me retrouvais face à face avec ces personnes-là, et je les voyais comme ça à me regarder et à m'écouter. Et en fait, je me disais, moi, à chaque fois que j'utilisais un mot, je me disais, mais attends, si j'utilise tel mot, bah, Paul, il va penser avec son cheminement, avec son chemin de pensée, tel mot va l'amener sur tel chemin, alors que si j'utilise l'autre mot, il va partir ici, alors que je veux exprimer une idée qui est centrale. Et donc, en fait, je partais dans des trucs et j'en dormais plus, quoi. La nuit, je rentrais Mhm. chez moi, je me disais, non, mais faut que je Mhm. l'écrive, faut que j'écrive tel mot, faut que je leur demande, est-ce qu'il a bien compris ça? Parce qu'il peut interpréter ça? Et donc, je suis rentré dans ce truc-là et pour moi, c'était invivable. Vraiment, Ok. cette période-là, elle était très compliquée. Ouais. Et enfin, je pèse mes mots, j'ai l'impression que j'étais en souffrance, mais non, mais pour moi, c'était des questionnements où je me disais, ok, bon, là, il y a un vrai impact sur l'athlète. Et il faut que je sois prêt. Il faut que je sois prêt. Mhm. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Et il faut que je mette en garde l'athlète. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait ça avec mes athlètes. Je leur ai toujours dit, moi, je vais vous exposer à des choses, mais je veux que vous ayez votre raisonnement, vous ayez votre capacité à remettre en question les choses,
vous ayez votre capacité à être acteur de votre démarche. Et ça, c'est justement pour protéger c'est le coach, on le fait confiance, on fait abstraction de tout et on boit ses paroles, quoi. Moi, j'ai pas envie d'être un gourou ou d'être quelqu'un qui manipule ou qui contrôle quelque chose. C'est pas Mhm. du tout ce que j'ai envie de faire. Mhm. Ok, donc préparation mentale, tu trouves des réponses pour toi, de nouveaux outils aussi à utiliser dans tes accompagnements. On voit que tu prends ça très au sérieux, tu es très vigilant à l'impact, à l'influence que tu peux avoir sur les athlètes que tu accompagnes. À quel moment, j'aimerais qu'on en parle, tu découvres le mouvement, ce que tu promeus aussi toi de ton côté avec Mouvement de Paris et j'ai envie de dire cette philosophie du mouvement, moi ça me fait penser, je sais pas si c'est exactement ton parcours, mais à Ido Portal, qui a été voilà le leader un peu mondial de cette Bien sûr. philosophie. Moi j'adore comment il envisage ça, c'est de façon ouais, très philosophique quoi. Mhm. Voilà, toi comment tu découvres ça, comment tu baignes là-dedans, là, dans ce truc-là du mouvement? Alors le mouvement, en fait, c'est pas vraiment arrivé après. Tout a été un peu entremêlé à chaque fois. Mhm. Et en fait, quand j'étais jeune athlète et que je reviens un peu en arrière sur cette partie où je m'entraînais dans mon petit club, etc. En fait, je m'entraînais déjà avec la gymnastica naturale. Ah ouais, Donc, ouais, carrément. inspiré Quand donc de Rickson ouais, Gracie et tout ça? exactement, quand j'étais cadet, je regardais les vidéos de Alvaro Romano, Ah même ouais. je me souviens d'une vidéo avec Galvao, qui est Et qui maintenant aux t'avait fait États-Unis. découvrir ça? En fait, comment c'est arrivé? Parce que euh, aussi jeune, il y a aussi longtemps, et puis t'étais dans le judo, t'étais pas dans le JJB à ce moment-là? Non, pas du tout. Je faisais pas du tout de JJB à Ouais, cette époque-là. c'est Mais ouf. en fait, mon père, il était toujours curieux de différentes méthodes et autres. Et on a beaucoup aussi travaillé avec un Portugais, Nuno Delgado, Ok. qui lui s'entraînait énormément avec ça parce que voilà, proche du Ouais, Brésil, influence, etc. ouais, ouais, Lui, il a ouais. été médaillé olympique. Et donc, en fait, il entraînait un peu ses athlètes comme ça, et mon père avait commencé à regarder, et du coup, en fait, à l'époque, c'était le lieu de formation, c'était YouTube, quoi. Ouais. On va regarder les vidéos, et moi, j'étais curieux, et du coup, je suis allé chercher comme ça des vidéos, parce que, en fait, mon père, il me montrait des mouvements de temps en temps, et tout, et après, je me disais, mais attends, moi, je veux plus, tu vois. Et donc, je suis allé chercher, et j'ai fait un peu ma tambouille, on va dire, avec des enchaînements, avec des trucs. Et bon, je pense que si je regarde les vidéos aujourd'hui, c'était pas incroyable et je faisais souvent la même chose, etc. Mais en tout cas, c'était une première connexion à mon corps et Ok. c'était Avec vraiment la surtout Ginastica Naturale et Alvaro Romano. exactement. Ok, waouh, Alvaro ok. Romano, c'était pour moi, je savais même pas au début, je savais même pas trop qui c'était ou autre. Tu vois, j'ai pas cherché, j'étais pas intéressé par ça, mais Mhm. j'étais fasciné par la fluidité des mouvements, comment il se déplaçait. Et je me disais, attends, mais au judo, maîtriser son corps, c'est super important, quoi. Ouais. Donc je me disais, plutôt que de faire de la muscu où tu soulèves des barres et tout, et moi j'avais tendance à me blesser, je me disais, bah en fait, non, il faut aller chercher autre chose, à délier mon corps, mettre un peu moins de charge et plus de liberté. Et je me retrouvais là-dedans. Et en fait, en cherchant encore des vidéos, du contenu et tout, et un jour, je vois Ido Portal, enfin, je pense que j'ai Ok. même pas vu le nom, mais j'ai juste vu un mec, tu Bouger vois, dans tous les sens et avec du coup, je une- clique dessus, et là, je pense que je fais, mais attends, mais c'est quoi ce mec, quoi? Le Hmm. mec, il est capable de faire traction à un bras, faire l'équilibre sur une main, se déplacer comme si c'était 10 animaux à la fois, tu vois, d'une Ouais. fluidité. Capoeira, kung-fu, Je, sol. Ouais. je me dis, mais attends, ce mec, il sait tout faire. Ouais. Il sait tout faire, il le fait bien. Euh, Vas-y, je veux savoir qui c'est, je veux savoir ce qu'il fait, etc. Et, euh, et à l'époque que je regarde cette vidéo, je crois que c'était peut-être 2015 ou 2016. Euh, C'est l'époque où il bossait avec McGregor déjà ou? non, 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 pas ça encore. c'était plus tard. C'est plus Ouais, tard, ok. c'est plus tard qu'il a commencé. Enfin, peut-être qu'il bossait avec lui, mais à l'époque, en tout cas, Hmm. Connor, il devait pas être trop connu à Ouais, ce moment-là. ouais. Il a explosé un peu après. Et, euh, et donc, en fait, je regarde cette vidéo et je sais pas,
2 semaines après, je crois, je partais en Espagne voir mon meilleur pote qui vivait à Barcelone. Et je me dis, mais attends, mais ça se trouve, il y a des clubs qui existent, tu vois, il y a des salles, il y a des trucs. Genre, j'y avais pas pensé plus tôt, mais je me dis peut-être en Espagne, à Barcelone, il va y avoir. Et donc, je tape et je vois salle de mouvement, Barcelone et tout. Je me dis, mais attends, j'envoie un mail direct et tout. Je dis, voilà, je vais être là 2 semaines, est-ce que je peux venir, machin. Oui, oui, vous pouvez venir. Et donc, je passe une semaine, tous les jours, matin et après-midi, je fais tous les cours. Je fais tous les cours dans la salle parce que il y avait des thèmes différents et tout. Ouais. Et du coup, je lui dis, bah, ouais, je vais prendre un abonnement d'une semaine où je peux venir tout le temps, full access et tout. Et je venais, je faisais les 2 heures le matin, les 2 heures l'après-midi. Entre les deux, je prenais mes notes, je mangeais à côté de la salle. Mon pote, il bossait en journée, donc du coup, on se retrouvait le soir, machin. Mais du coup, j'étais en formation, quoi. Et je me suis dit, vas-y, là, il y a vraiment du contenu à apprendre et tout, c'est incroyable. Et donc, je me suis formé pendant une semaine là-bas. Et la nana qui donnait les cours me dit, mais attends, mais dans, je sais plus dans combien de jours, il y a Ido Portal qui fait un workshop à Barcelone. Ok. Et je dis, ouais, non, mais attends, mais moi, je découvre le truc, je dis, je suis pas prêt, quoi. Elle me dit, non, non, mais il n'y a pas d'être prêt. Je lui dis, là, t'es un sportif, il me dit, il n'y a pas de problème. Elle me dit, si tu veux le faire, je te mets sur la liste, machin. Je dis, allez, go, on y va. Et donc, je me retrouve, pareil, à refaire un voyage là-bas en Espagne dans les jours qui suivaient mon déplacement. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que dans les workshops, à l'époque, quand il faisait beaucoup de workshops et tout, de séminaires, mais des fois, c'était pas lui qui intervenait. C'était pas Edo Portal, c'était quelqu'un de son équipe, etc. Et là, moi, j'arrive au workshop et c'est Edo Portal qui est présent, quoi. Et donc, je fais 2 jours où je suis exposé, quoi. Je suis exposé à sa méthode, je suis exposé à cette personne qui est fascinante, qui a un aura qui est énorme, qui a des connaissances, qui a une réflexion qui est complètement que j'ai jamais vue. Mm. Pourtant, j'ai été exposé à pas mal de professeurs. Et là, une réflexion, une analyse, je sais pas, on est 60 dans la salle, il arrive quand même à avoir un regard qui est aiguisé sur chaque personne, à avoir un truc. Je me dis, là, ce mec-là, il a quelque chose, il va falloir que j'investisse encore une fois du temps avec lui, auprès de lui, pour apprendre, pour évoluer. Et, euh, et une anecdote aussi que je raconte souvent, peut-être que si Ido regarde un jour ce podcast, il se dira, je sais pas si c'est très positif. En tout cas, voilà, pour moi, c'est un professeur qui a changé ma vie et ma vision de l'enseignement. Mais c'est la première fois que je l'ai rencontré. Le deuxième jour, je me retrouve en fait à l'arrière du groupe. Donc, tu as 60 personnes qui sont assises, qui regardent Ido, qui parlent et tout. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, c'est la seule fois de ma vie que pour l'instant que ça m'est arrivé. Et je me dis, si on avait été je sais pas, à l'époque des chevaliers, genre, ce mec, s'il m'avait dit, on est 60 et en face, il y a 10 000 personnes, il m'avait dit, les gars, on va aller à la guerre, on va aller se battre, j'y serais allé. En fait, je me sentais tellement euh, pris dans son discours, convaincu, animé d'un truc, que je me disais, waouh, il a une puissance. Et je me mets à penser ça. Je suis à l'arrière du groupe et je me dis, waouh, ça me fait flipper. C'est flippant. Enfin, tu vois, d'un côté, t'as Mm. envie, tu vois, c'est de sentir appartenir à un groupe, à un truc, tu te dis, c'est incroyable. Et de l'autre, je me suis dit, fais attention. Je me suis dit, fais attention, garde ta pensée, garde l'esprit critique, garde, etc. Et donc, je me suis mis ce petit rappel. Et après, voilà, ça a duré, je sais pas, peut-être 2 minutes quand j'étais dans le truc, Mhm. mais j'ai eu ce truc-là. Et voilà, et ça m'a suivi parce qu'après Ido, je suis allé faire des stages avec lui en Thaïlande, au Portugal, dans plein d'endroits, avec toujours ce truc de me dire, c'est un professeur exceptionnel, c'est quelqu'un qui a une vision du sport qui est unique, honnêtement, c'est vraiment quelqu'un je vais le dire, hein, qui a changé ma vie, parce que vu que ma vie c'est d'enseigner, il a changé ma vie d'enseignant. Mais il m'a appris aussi beaucoup de choses par rapport à cette distance, à cette relation entraîneur-entraîné,
au pouvoir que tu peux avoir sur les gens. Et ça venait conforter aussi le ressenti que je te disais tout à l'heure sur la Ouais. préparation mentale, sur les entretiens, sur le choix des mots et tout. Et peut-être qu'il y avait une place centrale que moi, je voulais pas avoir. Et donc, je me suis jamais dit, je veux être Ido Portal. Mhm. Je me suis jamais dit ça et c'est pas mon objectif. Je veux pas être quelqu'un qui est suivi par 500 000 personnes, qui est connu dans le monde entier, qui est machin. Mon but, c'est si je peux avoir un pourcentage de ses compétences et de sa réflexion dans ce domaine-là précis du mouvement, euh, avec plaisir, mais en termes de partage et de vision et d'accompagnement, peut-être une façon qui est propre à moi. Ouais, ouais. Non, mais c'est clair, c'est un immense leader, quoi. C'est un leader vraiment de Exact. tout un mouvement mondial, international. Il a un charisme, il a une prestance, il a des capacités oratoires, en plus d'une connaissance, d'une compétence qui est très, très, très élevée. Mhm. Euh, il a une façon d'envisager l'enseignement. Je suis curieux que toi qui l'as côtoyé, donc, parce que moi, je m'y suis intéressé. J'ai fait aussi pas mal de trucs sans avoir poussé le truc comme toi, mais des vidéos YouTube, voilà, où Mhm. quand t'as mal aux épaules, bon, tu découvres les routines de Ido Portal, la routine de squat. Enfin, voilà, tu connais tout Bien ce qu'il sûr. a fait. Pour ceux que ça intéresse, qui comprennent l'anglais, je vous invite à écouter le podcast qu'il a enregistré avec Huberman, Ido Portal avec Huberman. Je crois que je l'ai écouté 2, 3 fois d'affilée en quelques jours parce que il m'a retourné le cerveau un petit peu ce podcast. Et il dit à un moment donné, et ça, je veux bien que tu nous expliques si toi tu l'as vu, tu l'as vécu. Il dit, moi, je blesse mes élèves. Il dit ça, je les invite à repousser les limites et à se blesser. Et ça, tu vois, j'ai pas très bien compris qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Ouais, bon après, je vais pas, je suis pas, c'est difficile d'interpréter et de Ouais, dire ce qu'une personne a voulu dire, mais moi, je l'ai vu, c'est-à-dire qu'encore une fois, pour moi, le parallèle qu'on a fait tout à l'heure sur par exemple, le Pôle France, où tu as un entraîneur qui s'occupe d'un groupe, et à un moment donné, il va utiliser une méthode, une intensité de l'entraînement, une façon de faire, qui va être bénéfique pour certains et qui va être destructeur pour d'autres. ouais. Et donc, lui, il est dans un schéma déjà c'est de- c'est l'extrême. C'est-à-dire Hmm. que quand tu fais, moi j'ai fait des stages où tu commences la première séance, elle est à 7h30, tu finis le soir, il est 20h30, il est 21h, et tu as eu 1 heure de pause, et en fait, t'as 8 heures de bloc ou 9 heures de bloc où tu pratiques. Mais Hmm. pratiquer, c'est pas, on prend une feuille et puis on va discuter, genre, c'est de la pratique, c'est de la pratique, c'est de la pratique, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et bon, moi, j'ai eu l'habitude de m'entraîner comme ça, etc. Mais on était, par exemple, en Thaïlande, sur le Movement Camp, on était, je sais pas, 100, 120, répartis en petits groupes, etc. Mais dans les 120, t'en as 20 qui étaient ultra sportifs et le reste, bah, si tu pratiques 8 heures pendant une semaine, alors qu'à d'habitude, tu fais ton petit sport 1h30, 2 heures en fin de journée, ce qui est déjà bien. Ouais, Mais ouais, le choc que c'est, tu vois, de passer de l'un à l'autre, bah forcément, tu as des gens qui se blessent. Il y avait des gens, ils avaient des bleus, tu sais, pas l'habitude de se rouler par terre et tout. Ils étaient en débardeur parce que en Thaïlande, il faisait super chaud. Ils avaient des bleus. Je me disais, mais attends, mais là, le mec, il porte plainte. T'as l'impression ok. on l'a tabassé, quoi, tu vois. Hmm, hmm. Et donc, oui, il y a ce côté, il y a ce côté où il est convaincu de sa méthode et il est plus dans un truc de se dire, tiens, faut que je fasse attention à la sécurité, il faut que je fasse Ouais, attention à ça. Il est dans le truc de se dire, je les expose. ouais, Celui qui doit ok. passer par un tendon qui pète Hmm, parce qu'il n'a pas écouté ou il s'est pas bien préparé, et ben il hmm. passera et puis ça sera sa leçon. Ok. Tu fais ça en France avec des élèves ou avec des gens que tu accompagnes, bon, ça passe, ça te Hmm. fait pas une très bonne pub tout le temps, quoi. Je suis en train de faire le lien. Du coup, dans ces stages-là, notamment en Thaïlande, tu as croisé Nomad Slim, qui après a été Euh, un des piliers du mouvement en France, enfin qui a beaucoup transmis en France non, cette philosophie-là. je l'ai Non, tu l'as jamais pas croisé? croisé, Ok, mais en fait, on devait faire un podcast ensemble. ok. Il y a, je sais pas, il y a peut-être 2 ans, et en fait, c'est jamais fait. Pareil, Ouais, c'est pour ça que là, je me suis dit, bon, vas-y, bloque une demi-journée, parce que sinon, ça se fera pas. Mais yes. non, Nomad, il m'avait contacté pour qu'on fasse Ok, un ok. podcast. À l'époque, il avait lancé un truc de podcast et tout, mais on s'est jamais croisé. On s'est jamais Hmm. croisé.
Ok, yes. Donc le mouvement, en effet, donc avec Ido Portal, t'es allé explorer vraiment ça en profondeur. Génial, nouvelle corde à ton arc, on va dire. Euh, Parlons un petit peu maintenant de l'entraînement cognitif. Mhm. Ça, comment tu découvres, comment t'explores ce truc-là? Alors, donc ouais, à l'époque, donc j'enseigne déjà le mouvement. euh, et en fait, j'enseigne le mouvement, mais j'enseigne aussi les différentes choses que j'ai autour de moi, les influences que j'ai eues avec les différents professeurs. J'ai aussi fait une formation de yoga avec mon oncle qui est un yogi assez connu dans le milieu du yoga, etc. Et donc j'ai des Ok. influences comme ça. Et à l'époque, j'ai un petit jeune dans mes cours de judo euh, qui a 6 ans, qui fait du judo. J'ai un super groupe. Je les appelle, c'est mes ninjas. Tu vois, qu'à chaque fois que je vais donner mes cours, je dis, ah, c'est mon cours de ninja et tout. J'en ai, c'est des machines. Simon, Régis, Nicolas, Isaac. Enfin, tu vois, j'ai des noms encore alors que c'était il y a presque, je sais pas, il y a 15 ans, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai ce gamin qui grandit, qui fait du judo, et puis de temps en temps, je le vois moins, tu vois. Et c'est le seul du groupe que je vois moins et tout. Donc je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens plus trop? Des fois, tu manques des cours. Et il commence à me dire, non, mais parce qu'à côté, je fais du karting, ça fonctionne bien. Je dis, ah, c'est super et tout. Je lui dis, bah, dis-moi juste, tu vois, quand t'es pas là, comme ça, je le sais, tu vois, et je m'inquiète pas à me dire. Et puis, je trouve dommage aussi quand t'as un gamin comme ça qui sort d'un groupe alors que tu sens qu'il y a vraiment une connexion. Attends, t'as bien dit Isaac. Ouais, je vais Ok, y venir. je vois où on arrive. Ok, oh là là, Et, d'accord. et donc, en fait, voilà, ce gamin, il grandit, il est de moins en moins présent sur le tapis. Quand il est là, il s'éclate, forcément, il est avec ses potes et tout. Mais au fur et à mesure, je vois que le karting, ça prend de plus en plus de place. Et un jour, sa mère me demande si je peux en fait, si je peux l'accompagner en préparation mentale. Pour le karting, il a des championnats de France, il a des trucs. Et donc, je dis ok, oui. Normalement, je le fais pas parce qu'après la préparation mentale, j'ai pris aucun athlète. J'ai pas fait de Mhm, préparation mentale, mhm, mhm, justement parce que j'avais trop cette pression, etc. mhm. De choisir le bon mot. Enfin bref. Mais là, je me dis bon, c'est un jeune que j'apprécie beaucoup, que je connais déjà depuis un moment. Je peux le faire, tu vois. On va être à des bases, ça va faire. Et donc, je l'accompagne comme ça sur quelques séances de préparation mentale pour qu'il soit performant dans le karting, etc. Et pareil, on avance, petit à petit, il grandit. Pareil, sa mère me demande si je peux le suivre en préparation physique. Donc je lui dis ok, pas de problème et tout. Donc on fait un peu de préparation physique et tout. Et en fait, ouais, il est toujours dans le sport auto, il évolue, machin. Moi, je suis pas du tout dans ce milieu-là, je regarde pas du tout, donc je sais pas ce qu'il fait, tu vois. C'est juste quand je lui pose des questions sur nos séances que je sais qu'il est à tel endroit, etc. Et en fait, au bout d'un moment, il me dit, écoute, là, je suis en FRECA, donc je suis en championnat d'Europe de monoplace, et bah, je cherche quelqu'un qui pourrait m'accompagner sur les courses et tout. Je lui dis, bah, écoute, ouais, ouais, on peut regarder. Et je dis, c'est sûr que si moi, je l'accompagnais de plus en plus en préparation physique, et pour moi, c'était important de savoir les positions qu'il avait dans la voiture ou comment ça se passait dans le week-end pour orienter aussi nos préparations, tu vois. Mhm. Connaître l'effort, parce que c'était pas un sport que je connaissais. Et donc, je commence à investiguer un petit peu dans les qualités qu'il faut, dans ce qu'il faut développer, et donc pour adapter l'entraînement. Et donc, je me retrouve au Red Bull Ring, donc en Autriche, sur le circuit de Red Bull, pour une course FRECA, donc championnat d'Europe. Et en fait, petit à petit, bah, avec Isaac, donc Isaac Adjar, qui est maintenant un pilote de Formule 1, on se retrouve à faire championnat d'Europe, à faire une année de Formule 3, une année de Formule 2, une deuxième année de Formule 2, et ainsi de suite. Et à chaque fois, il performe. Et donc, évidemment, quand j'ai commencé à mettre un pied dedans, je me suis tout de suite dit que la partie physique, elle était importante, mais qu'il y avait aussi le facteur cognitif qui était super important. Et moi, facteur cognitif, j'y connais pas grand-chose.
Pour moi, l'aspect cognitif, tu vois, c'est plus relié à l'époque aux émotions, ces choses-là, parce que c'était des choses que je connaissais par rapport à la prépa mentale et ces choses-là. Mais du coup, je me dis non, non, il y a des vraies aptitudes, des vraies habiletés à aller chercher. Et donc, je me renseigne. Je vais chercher les infos un peu à ma façon, sur Internet, sur des trucs, sur des bouquins, sur des gens que j'écoute ou autres. Et en fait, on a eu cette chance. En fait, Isaac, il signe avec Red Bull à la fin de l'Africa parce qu'il gagne une course à Monaco. Et donc, il rentre chez la filière Red Bull. Et en fait, cette filière Red Bull-là, elle offre certes un sponsoring, etc. Mais elle offre aussi, pour moi, le plus intéressant, c'était ça, c'était que tous les ans, en début d'année, on allait à l'APC. Donc l'APC, c'est un centre de performance pour les athlètes Red Bull. Et donc, on se retrouve début janvier en Autriche, une semaine dans un mini INSEP en termes de volume. Tu vois, c'était tout petit, c'est un centre. Tu es en Autriche, tu es à Talgo, c'est un village. En fait, tu passes devant une ferme, tu te dis, ouais, il y a des fermes, tu es à la campagne. Et en fait, dans cette ferme-là, tout est dernier cri, tu as des machines qui coûtent des milliers d'euros. Enfin, Et donc, on se retrouve là-dedans pendant une semaine. Et moi, j'arrive avec mon bloc-notes, mon truc, en me disant, Gianni, tu vas prendre une semaine de masterclass, prends tes notes, ouvre tes yeux, vraiment enregistre tout parce que ça va être incroyable. Et donc, il y a cette double partie. La première partie qui est sur la préparation physique, où il fait ses tests. C'est un espèce de comment on dit ça, tu sais, quand tu vas chez le Test médecin pour d'effort, avoir un ouais, test d'effort, c'est ton certificat bilan médical. médical, ouais. Ouais, tu sais, c'est La ton visite certificat médicale, médical pour être apte à rouler. Tu vois, en gros, la c'était ça. fameuse, ouais. C'était un peu plus poussé, mais c'était Hmm. ça. Et donc, il se retrouve à faire du développé couché, des trucs. Je me dis, bah, nous, ça, on ne fait pas à l'entraînement parce que c'est pas des choses que j'estime utiles en voiture, tu vois. Ouais. Donc, ok. Et de l'autre côté, il y a tous les tests cognitifs. Donc, des tests de vision, des tests de réflexe, des tests d'ouïe, de prise de décision, de gestion d'informations, de comment il est capable de traiter les informations, quel nombre, à quelle vitesse, etc. Et donc je me dis, ouais, c'est vraiment stylé. On ressort avec un fascicule avec toutes les datas, toutes les données et tout. Et je me dis, ouais, génial. Et à la fin de cette semaine, on a une table ronde. Et donc, je suis à côté d'Isaac qui a 16 ans ou 17 ans, tu vois, avec 8 professionnels de leur discipline, le physio, enfin, tu vois, le kiné, le préparateur mental, le médecin, le truc. Et ils sont tous là dans l'optique de sa performance à lui, tu vois. Et je me dis, ça, c'est quand même une chance inouïe, en tant qu'athlète, d'avoir cette cellule de performance Hmm. qui est, tu as 8 cerveaux autour de la table qui sont connectés pour toi. Et ça, je me dis, bon, je lui ai dit, tu vois, Isaac, à la fin de la réunion, je lui ai dit, tu te rends compte de cette chance que tu as. Je lui ai dit, là, il faut l'exploiter, il faut l'utiliser. Et donc voilà, donc il y a ce truc-là. Et on se retrouve, en fait, ils arrivent, ils déroulent les bilans et tout, ils nous expliquent. Et puis à la fin, ils disaient, ouais, vous avez des questions et tout. Et moi, je leur dis, bah, j'ai une question. Je lui dis, parce que là, par exemple, sur l'aspect cognitif, on avait donc le schéma, sur chaque habileté, on avait des points, on avait des notes, etc. Et je lui dis, mais les notes, je les comprends, les tests, je les comprends, mais je lui dis, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça? Parce que mon but, si je vois que je suis faible dans un domaine, mon but, c'est de l'améliorer pour être performant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des protocoles? Est-ce qu'on a des choses à faire? Combien de fois par semaine? Comment ça se passe en termes de... Et ils nous disent non, bah ça, en fait, alors il y a un système de lumière qui existe, vous pouvez donc c'était les BlazePod à l'époque, tu vois, Mhm. vous pouvez utiliser BlazePod, ça marche bien pour l'aspect cognitif et tout. Et je me dis, mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible on ait toutes ces datas pour qu'ils nous renvoient vers une application de- d'un appareil de lumière, tu vois, qui fait des lumières, je me dis, c'est, ok, bon, bah, j'ai acheté les BlazePod, on a fait les trucs, tu vois.
Mais je me disais, attends, mais les programmes, ils sont préenregistrés, qui les a fait, pour quelle personne? Et je me dis, on retombe dans un truc où, en fait, moi, je veux que mon athlète, chaque athlète est unique. Et là, on se retrouve à choisir programme A, programme B. Alors après, tu pouvais adapter et tout, mais je me disais, c'est trop générique, tu vois. Et donc, je me suis dit, bon, on va le faire un petit peu à la débrouille. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, je vais essayer, moi, à travers les, 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 les idées que j'ai, etc. Et avec Isaac, je lui ai dit, écoute, moi, on va tester des protocoles ensemble. Et mon but, c'est que toi, tu sois en capacité de me dire, est-ce que ça te semble intéressant? Est-ce que tu retrouves des difficultés que tu retrouves dans ta voiture? Si oui, à quel moment? Et comme ça, moi, ça me permet aussi non seulement de trier par habileté, mais ça, je le savais quand j'ai exposé à tel exercice, mais ça me permettait aussi de savoir dans la voiture à quel moment il était exposé à telle habileté mentale ou à telle habileté cognitive, tu vois, et ça me permettait de me dire, ok, là, avant, ça va être plus les émotions, dedans, ça va être clairement de la prise de décision, ça va être un changement de focus, par exemple, ça peut être proche, loin, ça peut être de la coordination œil-main, parce que forcément, entre l'information que tu as, la Mhm. prise de décision, de tourner ou pas, d'ajuster les pieds, enfin. Ouais, Et donc, en waouh. fait, Isaac, c'était un peu mon cobaye de protocole, mais c'était pas un cobaye qui faisait les trucs et qui écoutait et qui faisait seulement. C'était mon cobaye avec un feedback monstrueux, parce qu'Isaac, il a cette capacité à faire des retours, même s'il était jeune, tu vois, et il avait vraiment une grosse capacité à comprendre et à faire des retours, à se faire confiance, tu vois. Et, euh, et du coup, avec ces retours, on construisait comme ça, on disait, bon, bah ça, on enlève. Ok, ça, c'est intéressant. Ok, laisse-moi revenir dans 3 semaines. Je vais peaufiner, papa. Ok, je l'expose et bam. Ok, ça, hop, ça répond bien, ça répond. Et en fait, on construisait comme ça des protocoles. Et je me disais, bon, c'est très difficile de savoir. Moi, ma seule façon de savoir que ça l'aidait, c'était de voir qu'il évoluait. Mais après, c'est toujours le piège de dire, attends, il évolue, mais est-ce qu'il évolue? Enfin, c'est quoi l'intérêt, par exemple, quelqu'un qui va jongler à 3 balles, il va jongler à 4 balles, à 5, à 6, et il y en a qui jonglent, je sais pas, 12, 13, 14 balles, enfin, c'est incroyable. Quel est l'intérêt, tu vois? C'est de se dire, où est-ce que je mets la limite? Et donc, ça, c'était à Isaac de me dire, en voiture, j'ai besoin de ça. Ok, bah nous, on va aller là, parce qu'avec le stress, peut-être que ça va diminuer, donc Mhm. on va être à ces alentours-là. Mais dès qu'on commençait à aller trop loin, on allait perdre du temps, etc. Donc on se recadrait. Et voilà. Et moi, je l'ai exposé. Isaac, j'ai exposé à plein, plein de choses. Et pour moi, c'était top parce que ça me faisait réfléchir à des exercices, à des tests, à des trucs. Et lui, il me faisait des retours dans la voiture et il gagnait en confiance aussi parce qu'il se disait, attends, je suis capable de faire des trucs que personne ne sait faire. Et quand on regardait les autres dans le paddock, tu vois, on regardait les autres s'échauffer, je lui disais, mec, regarde autour de toi. Je lui dis, si t'es focus, si t'es concentré, il n'y a personne qu'à ton niveau. C'est Oui. ouf. Et donc, Euh, tu vois, tu es là, tu es à l'échauffement, tu es en Australie, on s'est chauffé. Franchement, on a des anecdotes de malades, mais on s'entraînait des fois. En Australie, je me souviens, on s'entraînait. Il y avait une espèce de petit kiosque, tu vois, au milieu du parc. Parce que le circuit, il est dans un parc, machin, dans un golf. Et t'as le public qui marchait autour de nous, tu vois. Et genre, en fait, on avait un petit lieu calme, hmm. isolé un peu, où il y avait personne qui venait. Mais les gens marchaient. Et en fait, ils savaient pas, tu vois, que c'était un pilote qui allait rouler dans 20 minutes, tu vois. Et on faisait nos trucs de concentration. Et pour moi, de l'exposer aussi à ça, tu vois, à ce truc de se créer une bulle, Ouais, ouais. de se concentrer et tout, c'était super intéressant. Et donc voilà, donc ouais, exposé à des protocoles, j'ai un peu dévié dans l'histoire et tout, mais c'est pour C'est super c'est d'expliquer. intéressant, vraiment. Merci Gianni de partager ça avec nous. Juste pour repréciser là, la bande, pour ceux qui nous écoutent, on parle de Isaac Adjar, qui est pilote de Formule 1 au sein de l'écurie Visa Cash, donc qui est affilié à Red Bull. Mhm. Des pilotes de Formule 1, il y en a 20 dans le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, des footballeurs, combien il y en a, des rugbyman, combien il y en a, des basketteurs, même des judokas. Des pilotes de Formule 1, il y en a 20. Moi, je trouve ça fascinant. Je suis vraiment content. Merci que tu partages ça avec nous en tant que passionné de sport.
J'apprécie aussi la Formule 1. Je trouve ça assez fascinant comme environnement, comme sport, comme performance. Voilà, le fait qu'il y ait 20 gars dans le monde qui fassent ça, tu vois, ça note aussi ben, le travail, l'effort, la performance qu'il faut pour arriver, pour rester dans cet environnement qui est en plus hyper concurrentiel. Donc Mhm. c'est vraiment top. Merci de partager ça avec nous, Gianni. C'est vraiment intéressant et de voilà qu'est-ce que tu as apporté toi à ce pilote, à Isaac, sur l'entraînement cognitif et comment ça a pu l'aider dans sa performance. Euh, J'aimerais que tu nous parles, si tu veux bien. Tu l'as partagé sur Instagram hein, de cette anecdote où donc tu accompagnes aussi Clarisse à Benienou Mhm. dans sa performance. Et je trouve l'anecdote, elle est géniale. J'aimerais bien que tu nous racontes de ce fameux week-end. Il me semble que tu as organisé dans les Ouais, c'est un stage montagnes. ouais, d'une semaine même, ouais. Une semaine, ok, une Ouais, semaine avec Clarisse et Isaac et le ouais. croisement que tu as fait entre les deux. Et Mhm. ouais, est-ce que tu peux nous replonger un petit peu là-dedans là? Ouais, juste avant, je vais juste revenir Ouais, sur le côté de 20 personnes en F1. 20 Euh, pilotes, ouais. 20 pilotes, ouais, 20 pilotes en F1. Euh, Parce que souvent, on me dit ça, tu vois. Ouais, tu te Hmm. rends compte et tout. Mais moi, je fais aucune distinction entre la personne qui est championne olympique, enfin, peu importe, qui est championne dans sa discipline. Pour moi, il n'y a pas il n'y a pas de mieux, tu vois, il n'y a pas de hiérarchie. Ouais, Euh, ouais. je dis pas que c'est ce que tu as fait, mais Hmm. souvent les gens, tu vois, ils mettent sur un piédestal, tu vois, il y a une espèce de hiérarchie de champion ou de Ouais. sport. Et je trouve ça dommage parce que pour moi, j'ai vu des athlètes qui sont amateurs, qui n'ont pas ces cellules dont je parlais tout à l'heure de performance avec une team qui s'occupe d'eux, etc. Ce support euh, de sponsoring, de tout ça. Et donc, je pense qu'il faut, pour moi, quelqu'un qui est performant, quelqu'un qui maîtrise son domaine, peu importe que ça soit artistique, que ça soit sportif, il n'y a pas de hiérarchie de ça c'est mieux. Alors après, il y a le côté bling bling entre guillemets médiatique et tout qui tu te dis waouh mais ça tu vois piloter un espèce d'avion de chasse qui va à plus de 300 et tout, c'est sûr que bah on le fera jamais. Enfin, tu vois, donc il y a ce côté un peu rêveur etc. Mais si tu prends un javelot, tu l'enverras jamais à 70 mètres non plus. Hmm. Enfin, tu vois, C'est clair. on fera jamais ça non plus. Donc, en fait, c'est juste voilà, remettre en perspective et se dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. Pour moi, il y a pas de, il y a pas d'être Oui, ils sont pas supérieur. meilleurs que d'autres êtres humains. Hein. Exactement. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté qui fait rêver. Mais moi, j'ai toujours eu ce truc-là et j'ai eu la chance, pour moi, c'était une chance d'arriver dans ce milieu-là sans être fan. C'est-à-dire que Mhm. moi, j'ai jamais regardé un Grand Prix de F1. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui est fan de la F1. Par contre, je suis fan de la performance. Mhm. Je suis quelqu'un qui est passionné et qui est vraiment addict à ça, c'est-à-dire comprendre les choses. Même pas de la performance, parce qu'en fait, il y a des choses des fois qui touchent pas la performance, mais j'ai envie de comprendre les choses et d'essayer d'être performant et d'être compétent dans ce que je fais. Hmm. Et, et voilà, Isaac, pour moi, c'est un super projet, c'est un super athlète. Et donc, je vais rebondir sur l'anecdote que tu m'as demandé de préciser. Et donc, en 2021, donc je me retrouve à cette époque-là, je m'occupe et de Isaac et de Clarisse Agbenienou, qui est champion olympique de judo. Donc, et Isaac, à l'époque, il est en FRECA. Il est le fameux championnat d'Europe, etc. Et on arrive à la période où je commence vraiment à le voir très régulièrement sur de la préparation physique, etc. Et en fait, Clarisse me demande, on est à l'époque, on est à quelques, peut-être 2 semaines ou 3 semaines du départ pour Tokyo, pour les Jeux Olympiques, qui étaient en 2021 et pas en 2020, du coup, avec le Covid et tout. Et elle me dit, ouais, j'ai besoin de couper, j'ai trop de sollicitations, tu vois, sur Paris et tout, il y a une pression, etc., ambiante. Elle me dit, j'ai besoin de couper, organise-moi un stage, tu vois. Organise-moi un stage, une semaine, machin et tout. Je dis, ok, pas de souci, on y va. Donc, les dates, les trucs, hop, on fait ça, ça se fait en, je sais pas, en 3 jours, quoi. Et donc, moi, je décide d'aller naturellement en Haute-Savoie parce que c'est là où j'ai grandi. Donc, je connais les randonnées, je connais les endroits où on peut aller, où ça peut être calme, où ça peut être difficile, où ça peut être facile, ainsi de suite. Et,
Et en fait, je me dis, à l'époque, donc, je voyais beaucoup Isaac, et je lui dis, Isaac, je lui dis, est-ce que ça t'intéresse de venir une semaine en stage avec Clarisse? Avant que je lui demande, est-ce que toi, ça t'intéresse et tout. Non, mais carrément et tout. Tu vois, il était dans le judo aussi, donc il sait qui Mm. c'est et tout. Il dit, ah ouais, mais carrément et tout, ce serait trop bien. Donc, ok, donc j'appelle Clarisse, je lui dis, écoute, voilà, je m'occupe d'un petit jeune et tout. Euh, il est très cool. Si je te le propose, c'est que je sais que ça va matcher, tu vois, dans les personnalités. Et puis, je sentais aussi que Clarisse, tu vois, elle était dans une période où il y avait des moments où elle aurait besoin de son temps, d'être au calme, tu vois, parce qu'on n'allait pas s'entraîner toute la journée, tu vois, c'était pas la période de faire du volume, c'était l'idée, c'était de changer d'air, etc. Mhm. Et je me suis dit, s'il y a quelqu'un d'autre, ça va me permettre, moi, de temps en temps, d'être occupé avec lui et elle, de se dire, bah, en fait, je fais rien, mais tu vois, je me sens pas coupable parce que j'ai fait venir Gianni pendant une semaine. Et en fait, donc je me disais, j'ai senti que ça faisait un bon équilibre et que ça pouvait lui permettre d'avoir ses moments à elle et que ce soit presque justifié, tu vois. Donc, de temps en temps, je disais, bah tiens, là, je vais faire une séance avec Isaac et comme ça, toi, tu es au calme, etc. Et donc, elle me dit, ah ouais, mais carrément et tout, pas de problème. Et donc, on se retrouve à prendre le train, tous les trois. Et au bout de 10 minutes, limite, il se tenait par les épaules, il chamaillait et tout. Je me disais, mais attends, c'est pas possible, tu vois. Genre, je savais que l'alchimie allait prendre, mais je me suis dit, il va y avoir une phase. Et en Ouais. fait, le train, pendant 5 heures, on a fait le trajet. Et à la fin, je te jure, les deux, limite, ils se faisaient chicoumi l'un sur l'autre, tu vois. Ils chamaillaient. Je me suis dit, bon, la semaine, elle va être géniale. Et, euh, et donc, on fait une semaine où bah, chacun a des objectifs différents, mais mon but, c'était quand même qu'il y ait des moments, beaucoup de moments communs, donc des sorties vélo, des randonnées, des trucs où il y ait cet échange d'expérience. Et en fait, d'un côté, bah, j'avais Clarisse qui était à 3 semaines, qui était concentrée, tu vois, de son but ultime, tu vois, de ses 4 années de préparation, de ses 5 ans même là. Et de l'autre côté, Isaac qui était en mode élève, je vais écouter, je vais prendre, etc. Et non, enfin, et moi j'étais là derrière à regarder cette scène qui était incroyable. Et j'ai c'est ce que j'avais raconté dans un post sur Insta là. J'ai ce souvenir d'une randonnée. Donc c'est une randonnée qui est facile, hein, qui dure 1 heure et demie, tu vois, qui est pas très difficile. Et en fait, Isaac, il est très cash, tu vois, il a pas trop de filtres. Des fois, il dit des choses comme ça, il les pense et il y va. Et en fait, on était en train de marcher et à un moment donné, Isaac, il regarde Clarisse, il lui dit, mais toi, t'es pas stressé pour les jeux? Genre, putain, c'est un truc de malade et tout. Et tu sais, à ce moment-là, moi, je me dis, ouais, enfin, la mets pas trop, tu vois, dans ce truc-là. Elle était bien. Là, tu vas la mettre dans un truc où elle va être obligée de penser à ça, alors qu'on est là pour pas y penser. Mais j'interviens pas, tu vois. Je suis à 1 mètre derrière eux, je les suis, tu vois, j'écoute. Et je me dis, laisse, écoute la réponse de Clarisse. Et Clarisse le regarde comme ça et elle dit, bah non, non, tu sais, enfin, moi je suis prête. J'ai la fatigue, l'entraînement, tout ça. Pendant 5 ans, j'ai donné, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et elle commence à nous raconter comment ça va se passer, quoi. Comment les Jeux Olympiques, qui sont dans 3 semaines, un mois là, comment ils vont se dérouler. Donc en fait, voilà, la compétition, ce qui va se passer, c'est ça. Moi, j'ai déjà mon plan, j'ai déjà vu ce qui allait se passer. Il va se passer des premiers combats où je vais être un peu tendu, machin. Après, je vais me libérer. Après, machin. Et puis, je sais très bien qu'en finale, je vais retrouver la Slovène qui m'a battu sur la dernière Olympiade à Rio et je vais la battre. Ça va être un combat difficile, mais je vais la battre. Et puis après, on va se prendre dans les bras et machin. Et j'écoute ça, tu sais, ça me met des Ouais, frissons. c'est ouf, c'est ouf. Parce qu'après, quand tu sais que ça s'est réellement passé comme ça, tu vois, dans ce qu'elle décrivait et tout. Et, euh, et donc, Isaac écoutait et tout. Et donc, il y avait cet échange comme ça, d'un truc où tu te dis, bah, il y en a une qui a tout visualisé, parce qu'elle a l'expérience, parce qu'elle est dans un moment de sa carrière où il n'y a plus de hasard. Clarisse, c'est quelqu'un qui planifie énormément les choses, qui réfléchit Mm. et qui s'investit à 1000% dans ce qu'elle fait. Et donc, une fois que les choix ils étaient réfléchis et qu'ils avaient été faits, bah, elle te raconte à livre ouvert ce qui va se passer, quoi. Et Isaac,
il tombe, il a une réponse où il se dit, attends, mais il n'y a pas de stress. Ce qu'elle me raconte, c'est d'un calme, c'est d'une fluidité. Et donc, bah, lui, c'est une masterclass, tu vois, une masterclass de gestion des émotions, de préparation. Et moi, je suis derrière comme ça et je me dis, mais Ouais, si les deux, un jour, ils arrivent à atteindre leur objectif, je serais obligé de rappeler ce moment-là. C'est ce que j'ai fait quand Isaac a été promu en F1. J'ai fait un post où j'explique cet échange parce que au final, bah, Clarisse est championne olympique à Tokyo, Isaac est pilote de F1, même si l'objectif d'Isaac, moi je le connais, je sais que c'est pas d'être pilote de F1. pas juste d'être pilote de F1. Exactement. Ça va plus loin que ça. Mais On lui souhaite. j'ai aucun doute sur l'atteinte de ces objectifs. Donc c'est chouette. Top. Ouais, c'est vrai que Clarisse, pour suivre aussi sur les réseaux sociaux et tout ça, on voit que c'est une personne, une athlète qui s'est vachement entourée, qui a vachement exploré tout ce qui pouvait optimiser sa performance, donc le mouvement, le yoga, peut-être la respiration, sophrologie, l'entraînement cognitif, et on voit à quel point elle va chercher, se nourrir de tous ces petites choses, tous ces petits détails qui peuvent faire la différence finalement, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, t'analyses tes points forts, t'analyses tes faiblesses, et les faiblesses, elles peuvent pas exister, quoi. Si tu veux être performant, ou alors faut qu'elles soient minimes, et il faut qu'elles impactent pas Ouais, le global, le général. Et donc voilà, et donc soit tu croises les doigts pour que ça t'arrive pas le jour J, ou soit tu te dis non, j'ai des faiblesses à cet endroit-là, bah, je vais les développer. Et Clarisse, elle a eu cette intelligence là où, parce que des gens curieux, des gens qui font pas mal de choses et tout, il y en a, mais ouais. des gens qui ont cette démarche quand ça fonctionne, il n'y en a pas beaucoup. Hmm. C'est-à-dire que Clarisse, elle a eu cette intelligence à un moment où elle gagnait tout, de se dire ça me suffit pas. Ça me suffit pas et je peux être meilleur. Je me repose pas sur mes acquis. Exactement. Et c'est ça qui fait que sur le long terme, ça dure, Ouais, que Clarisse, c'est une athlète qui est très peu blessée. ouais, Et voilà, et souvent, tu vois, on parle d'hygiène de vie, on parle de choix, mais à un moment donné, c'est ça, c'est être capable de se dire, je veux plus. Et ça, c'est énergivore. C'est quelque chose au hmm. quotidien, c'est une obsession. Tu vois, chez elle, d'être performante, de se remettre en question, de chercher les détails. Et, euh, et moi, c'est pour ça aussi, je pense que ça a matché entre nous. C'est-à-dire qu'on se connaissait, tu vois, quand on était athlète au judo. Et après, quand on a commencé à travailler ensemble, moi, je l'ai exposée à des trucs où elle était nulle, tu vois. Elle Mhm, était mhm. vraiment, elle était en difficulté, elle buguait. Et je Ah me ouais, quand suis tu te mets dit, à marcher comment? sur une barre ou des trucs Ouais, comme ça, là, tu c'est vois, c'est tu marches chaud, sur une quoi. barrière, tu fais Mhm. tu commences à jongler, tu Ouais, fais des équilibres, tu fais des trucs. Et, et comment elle va gérer ça, tu vois? Et en fait, soit tu rentres dans un truc où tu es frustré et tu te dis, ouais, vas-y, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas, et puis de toute façon, je performe déjà. Ou soit tu te dis, mais ouais, attends, ça m'expose à des faiblesses. Et ben j'y vais. Et puis finalement, maintenant, Clarisse elle est capable de faire mais des trucs. Il y a des gens, ils s'imaginent même pas. C'est une athlète qui est ouais, complète, ouais. c'est incroyable. Elle a une faculté de progression, c'est-à-dire que ce choix qu'elle a fait de rentrer dans un statut de je suis toujours élève, je suis toujours là pour apprendre, je peux toujours progresser. White belt mentality, comme on dit. Exactement. Beginner mindset. Ouais, Et ça, c'est c'est ce ça. truc de se Ouais. dire, maintenant, c'est à elle, c'est à qui, tu vois. Et dès qu'elle va quelque part, dès qu'elle se confronte à une difficulté, elle a l'habitude de faire face à ça. Et donc, elle a l'habitude de chercher des solutions, de mettre des choses en place. Et pour moi, ça, c'est sa plus grande force. Si on doit me demander, ouais, Clarisse, qu'est-ce Hmm. que tu trouves d'exceptionnel chez elle? Bah, ça, c'est-à-dire être capable de repousser son niveau d'exigence alors qu'elle est déjà au top, tu vois. Ouais, ouais, Et, c'est clair. et de le faire avec un état d'esprit où elle est agréable, elle est à l'écoute, et tu vois, elle est pas fermée en mode Hmm. ah, Hmm. j'écoute personne, machin.
Donc, ouais, non. Mhm. Quand tu travailles avec des athlètes comme ça, tu grandis. Yes. Moi, je remercie Magnifique. souvent mes athlètes Mhm. et je leur dis merci de me faire confiance, mais je les remercie aussi en fait de me faire évoluer, tu vois, parce que en fait quand tu côtoies comme ça des gens qui sont exigeants avec eux-mêmes, euh, bah t'es obligé. Enfin, moi, je suis très exigeant avec moi-même, avec ce que j'ai envie de leur apporter. J'ai envie d'être quelqu'un de compétent et de leur apporter toujours plus. Et donc, quand tu as deux personnes comme ça qui sont exigeants, qui se font face, forcément, on se tire vers le haut. Tu vois, il y a un côté où à un moment donné, c'est pas, mon but, c'est pas d'être toujours au-dessus. Tu vois, c'est de dire, vas-y, mon but, c'est que toi, tu sois au-dessus, c'est de t'élever, tu vois. Mhm. Et quand tu l'élèves, bah, elle a besoin de plus, donc toi, tu es obligé de faire plus, et ainsi de suite, tu vois, c'est un cercle vertueux, quoi. Ouais, complètement. Waouh, ok. Top, merci de partager tout ça avec nous, Gianni. Avec Clarisse et avec Isaac, et j'imagine avec d'autres, Mhm. on t'a vu aussi utiliser donc les cognitive sticks. Est-ce que tu peux Yeah. nous parler un petit peu de ce projet, de voilà comment ça a émané et comment tu l'utilises après dans l'entraînement? Ouais, Cognitive Stick, ça occupe énormément de temps là actuellement. Ouais. Actuellement, depuis un an, ouais. En fait, c'est parti donc de ce fameux constat avec Isaac quand je disais, ouais, on va tester des protocoles, on va tester des choses et tout. Et donc moi, je travaillais beaucoup avec des balles de tennis, je travaillais avec Ido. En fait, il a tout un thème de travail qui s'appelle manipulation d'objets. Donc on travaille beaucoup Le avec des balles bâton, de le foot. fameux bâton aussi. Exactement, bâton en bois, il y a bâton en bois qui est court, il y a le long, il y a balle de foot, balle de tennis, etc. Donc c'est vraiment des outils qui sont à dispo de chacun, hein. Tu vas Ouais. dans la forêt, tu trouves ton bâton, la balle de Euh, tennis, tu vas au bord d'un terrain de tennis où les mecs ils jouent, ils jettent les balles à la fin, au bout de 3 matchs, tu les récupères et tu as tes balles de tennis. Enfin voilà, c'est minimum d'investissement pour un maximum de progrès, quoi. Et, euh, et l'idée, c'était donc voilà, développer des protocoles avec des balles de tennis, avec ce que j'avais dans mon sac à dos, donc c'était ça. Et, euh, et en fait, à chaque fois, donc j'avais plusieurs sportifs. J'ai même travaillé avec une nana qui fait de l'aviron, qui avait fait médaille olympique à Tokyo, etc. Et donc en fait, j'étais exposé à différents sports et à chaque fois, je me disais, euh, qu'est-ce que je peux donner à qui? Tu vois, je faisais pas des séances A et je donnais la séance A à tout le monde. À chaque fois, j'individualisais ma démarche et tout. Et donc, je me suis dit, OK, le cognitif, c'est Isaac. Mais pourquoi c'est Isaac? Vas-y, amène-le à Clarisse. Et en fait, d'exposer Clarisse, ça me faisait d'autres tours. Et en fait, du coup, il y a des exercices que j'ai trouvés avec Clarisse que j'utilisais avec Isaac, des exercices que j'ai trouvés avec Isaac que j'utilisais avec Clarisse, et ainsi de suite. Et en fait, c'est mhm. une espèce de flipper, tu vois, où j'utilisais un petit peu, et j'avais des adaptations à chaque fois parce que j'avais des retours différents. Et donc, avec Isaac, on travaillait beaucoup avec les balles de tennis. Et je me disais, mais Clarisse, pour moi, c'est pas intéressant les balles de tennis. Parce que, tu vois, quand tu attrapes une balle de tennis, t'as cette pas, c'est une espèce de pince d'aigle, tu vois, où, euh, où en fait, ça correspond pas au grip de judo, quoi. Tu vois, le grip Mhm. de judo, soit revers, soit manche, tu as des grips qui sont différents d'une saisie de balle de tennis. Ouais. Et là, je me dis, attends, pourquoi pas essayer avec le bâton? Et donc, le bâton, selon l'orientation, je me dis, bah tiens, ça peut faire un revers, ça peut faire une manche, ok. Boum, je pars là-dedans. Et après, je me dis, bon, ok, ça c'est trop facile pour Clarisse, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Comment je fonctionne avec Isaac? Je fonctionne sur rajouter des informations pour surcharger le système et qu'il fasse des adaptations. Ok, boum, j'utilise ce schéma-là, j'utilise pour Clarisse, et je me dis comment je peux surcharger, et je vais pas avoir 10 bâtons dans les mains, tu vois, c'est pas possible, donc comment je peux faire? Et là, je me dis, vas-y, mais fais un code couleur. Ok, donc je vais à Decat, j'achète des trucs de raquettes, machin, je bidouille dans mon salon, je mets 1 heure à bidouiller 2 bâtons, machin. Le truc, il pèse 1 tonne, enfin, tu vois, il est presque dangereux. Je lui dis, on le fait pas pieds nus parce qu'on le fait pas sur le tapis. J'ai peur que s'il tombe, il fasse un trou, enfin, tu vois. Donc, je me dis, bon, ok. Et on se retrouve donc à l'INSEP à faire un peu dans des lieux où je savais que les bâtons, ils pouvaient tomber, à faire des envois, à faire des trucs. Et ça répond super bien. Genre,
Clarisse, on a commencé où la balle de tennis, c'était dur de l'attraper avec de l'intensité, tu vois. Et maintenant, je sais pas si tu as vu des vidéos là quand on fait les trucs avec les sticks, c'est que moi, si je suis pas focus à 100%, quand je donne mes consignes, mais laisse tomber, je suis obligé d'être à 2000%, bam, 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 annoncer les trucs, mettre du rythme et tout pour la challenger. Donc, et bref, et donc voilà, il y a ces bâtons couleurs qui commencent à voir le jour. Et, euh, et on est donc l'année dernière, ou il y a 2 ans, avant le bloc final du tournoi de Paris. Donc le tournoi de Paris, c'est un des plus gros tournois au monde de judo. Et il y a toujours une coupure de 2-3 heures entre les qualifications et le bloc final, donc demi-finale, finale. Et donc Clarisse est en demi-finale, donc il y a 2 heures de coupure, et donc on se cale une reprise. Et sur cette reprise-là, donc c'est remettre le corps un peu comme le matin, sauf que là, tu as déjà fait 3-4 combats, donc le corps il est un peu fatigué, etc. T'as des petits bobos et tout, donc c'est plus nerveusement et sur l'aspect cognitif qu'il faut remettre un impact, une impulsion pour pas arriver endormi, tu vois, parce qu'il y a des athlètes qui dorment, il y a des athlètes qui... Ouais. Tu peux vite sortir de ta compétition sur cette coupure, tu vois. Et donc, je lui prépare une séance, tu vois, de reprise de 20 à 25 minutes. Et dans cette séance-là, il y a, je sais pas, 2-3 minutes où on utilise les bâtons pour travailler sur la vitesse de grippe, tu vois, la vitesse de préhension, la précision, etc. Et en fait, durant cette séance-là, il y a l'équipe 21 qui filmait l'événement et qui filme tout l'échauffement. Et en live, tu vois, ça passe en direct et tout. Et moi, je le sais pas. Enfin, tu vois, je fais mon échauffement, machin. Et je rentre chez moi le soir et je reçois des messages. Je suis tagué, tu vois, sur 2-3 stories. Et je dis, putain, ils ont filmé, donc je vais voir, tu vois. Et ils ont filmé, donc la partie avec les bâtons et tout. Et du coup, le lendemain, j'ai des cours avec un élève et tout. Et c'est un mec qui est très orienté, tu vois, business. Il a plein de trucs, plein d'idées à chaque fois et tout. Et il me dit, ok, mais tu l'as déposé ce bâton-là? Je lui dis, bah non, je lui dis, c'est un truc que j'utilise, je l'ai fait dans mon salon et tout. Il me dit, ouais, bah tu vas voir, dans 2 semaines, il y a un mec il va sortir les bâtons. Il me dit, c'est dommage, hein. Là, j'entends cette phrase et je rentre chez moi, je me mets sur Internet et je dis, vas-y. Et INPI. pendant une semaine, donc j'ai fait dépôt de brevet, j'ai trouvé une société en France qui était capable de construire peut-être le produit parce qu'il n'existait Ouais. pas. Donc on a dû faire des prototypes, des tests, des machins, enfin bref. Donc je me suis lancé dans ce truc-là. Alors qu'au début, c'était pas l'objectif. Mais je me suis dit, écoute, fais-le et en plus, tu vas pouvoir améliorer les choses qui vont pas avec ce que moi j'utilisais, enfin ce qui vont Ouais. pas. Je faisais avec, mais je me suis dit, si là je peux le fabriquer, il y a une entreprise qui peut me le fabriquer, et ben je vais mettre mes entre guillemets, les envies que j'ai, c'est-à-dire le poids que j'ai envie, la taille, le truc, le machin. Et donc je dis ok, le cahier des charges que je veux remplir, tu vois. Et donc je me retrouve lancé dans cette aventure solo. Tu vois, je suis tout seul, je passe mes coups de fil dans ma journée quand j'ai du temps entre mes séances et tout. Et je tombe sur un passionné, Charles. Je lui passe parce que c'est grâce à lui que cet objet a vu le jour parce que c'est un passionné. On s'est jamais rencontrés. On s'est juste eu au téléphone et tout. Et il a pris le projet. Il m'a dit, vas-y, moi, ça m'intéresse et tout. Et, euh, et donc, on a fabriqué ce cognitive stick. Et, euh, et voilà, ça a vu le jour. Et moi, derrière, là, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant que ça a vu le jour. Et là, il y a 2 parties. Il y a une partie entraînement qui est plus pour les athlètes, où il y a plus de 250 exercices. Il y a 8 programmes. Les programmes, ils sont catégorisés par habileté cognitive. Donc, il va y avoir précision et focus, il va y avoir réflexe, il va y avoir coordination. Enfin, voilà, il y a plein de thèmes. Et je voulais pas faire des programmes par sport, mais plus Ouais. par habileté cognitive. Comme ça, le préparateur physique ou l'entraîneur, s'il a envie d'aller piocher et de dire, ben moi, pour mon athlète, ce qui est la priorité, c'est ça, ben hop, il peut prendre son programme et travailler sur ça, quoi. Il y a juste un programme qui est spécifique, c'est avec Clarisse, où j'ai fait un programme avec elle, et donc on l'a filmé. Euh, et donc là, c'est spécifique judo.
Mais voilà, après, j'ai pas pour l'instant d'autres projets de faire des trucs spécifiques, mais pourquoi pas, on verra comment ça va évoluer. Et là, tu vois, il y a Manon Fiorot qui utilise son préparateur physique, on a beaucoup échangé, qui est un mec super, Nice. qui utilise les cognitive sticks sur ses entraînements. Enfin voilà, il y a plein d'athlètes qui commencent à l'utiliser. Et il y a une partie, donc ça c'est la partie entraînement, et il y a une partie vitalité, où là il y a 4 programmes. Et donc c'est plus pour un public à une portée un peu plus santé, tu vois. On va travailler l'équilibre, la motricité fine, donc c'est plus pour les personnes âgées. Ouais. Et mon meilleur élève, c'est mon voisin, il a 96 ans. Et donc de temps en temps, je vais lui faire une session où je teste les protocoles. Et, Génial. et voilà, et moi, ça me ferait, en vrai, c'est super intéressant aussi de faire une partie. Pour moi, c'était important de faire une partie un peu plus santé et pas de faire que de la performance. Parce que de temps en temps, tu te dis, bon, Ouais, bien sûr. c'est bien, tu vois, d'améliorer les capacités, mais si tu peux aussi être capable de maintenir l'autonomie d'une personne plus Mhm. longtemps et qu'elle reste chez elle et qu'elle reste en bonne Ouais. santé, Et on c'est sait aussi que une les sacrée capacités performance. cognitives, c'est une clé de la longévité, quoi, et de vieillir en bonne Exactement. santé, de vivre en bonne santé. Donc c'est top. Franchement, je te remercie encore, hein, Gianni, de partager tout ça avec nous. J'espère Merci à toi. que la bande là qui nous écoutait, vous appréciez. Moi, j'apprécie beaucoup là l'échange et les partages qu'on a avec Gianni. C'est vraiment chouette. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de JJB aussi, parce que tu sais, le podcast, Ouais, il est très suivi par la communauté JJB. ouais. Donc toi, tu fais du JJB, il me semble même que tu fais des compétitions, t'es ceinture marron, je crois, de JJB. Ouais. Est-ce que voilà, parle-nous un petit peu de ta pratique du JJB, de ta découverte du JJB, de qu'est-ce que t'aimes dans ce sport. J'aimerais bien que tu nous partages ça aussi. Ouais, bah écoute, donc j'ai fait judo pendant très longtemps. Après judo, j'ai rencontré lors d'un voyage au Japon Sami Zran, qui a été mon coach après de sambo, Ok. un des meilleurs clubs de Paris, le meilleur club de Paris, on va Ouais. dire, de région parisienne. Et donc j'ai fait du sambo pendant longtemps. Et en fait, sur la fin de ma carrière judo, ma semaine type, c'était des entraînements de sambo, des entraînements de JJB et du judo. Tu vois, je faisais autant des trois en fait. Et j'adorais en fait switcher d'une règle à une autre, tu vois. C'est-à-dire il y avait des endroits où tu pouvais saisir les jambes, des endroits où tu pouvais pas, des endroits où tu étais que au sol. Mais les règles de base, c'était les mêmes. C'était être capable de finaliser l'adversaire, de le faire tomber sur le dos. Donc après, quand j'allais au JJB, je me disais pas, oh, il a pris 2 points, oh, il a pris 4 points. Moi, j'étais dans un truc de, mon but, c'est qu'à la fin, il tape sur mon épaule ou il tape sur ma jambe parce qu'il veut que ça s'arrête, tu vois. Mhm. J'étais plus dans un truc de jeu et de chercher l'efficacité. Et donc voilà, donc après je me suis éloigné du judo parce que le judo c'est un sport très trop compliqué, on va dire, quand tu t'entraînes moins. C'est dur de faire juste un petit peu, tu vois. C'est compliqué de prendre du Ouais. plaisir. Ouais. Et donc j'ai vraiment commencé à m'impliquer dans le JJB. J'ai eu la chance aussi d'avoir un pote, Mathias Jardin, qui Mhm. s'occupe maintenant de l'équipe de France, Ouais. Qu'on a reçu dans le podcast aussi, on le salue. lycée brésilien, qui est bon, déjà c'est un super mec et en plus c'est un super prof. Moi j'adore, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que je suis toujours allé à des endroits où le professeur, pour moi, il a des vraies compétences de transmission, etc. Et Mathias, ça a été mon premier professeur de jiu brésilien et encore aujourd'hui, je m'entraîne avec lui, c'est-à-dire qu'avant, il était à Bourg-la-Reine, là maintenant, il est chez Infinity et il donne des cours, tu vois, au Racing, à Montparnasse, à Paris, et du coup, je fais le déplacement pour aller m'entraîner avec lui, et même si, tu vois, des fois, il y a des cours où il y a beaucoup de débutants ou autres, mais je ressors, je suis rincé, je ressors, j'ai la tête qui est comme ça Mhm. parce que ce qu'il a montré, c'était cohérent, c'était réfléchi. Et donc, ouais, c'est top. Donc, non, j'ai jamais fait, par contre, j'ai jamais fait de compétition de JB. Ok. Mhm. J'aimerais bien. En vrai, c'est un truc qui me branche vraiment. Mais j'ai toujours ce truc de me dire, problème, c'est que dans mon métier, je dois montrer les choses. Parce que ce que Oui. je fais, c'est pas Ton corps est très ton outil de travail. exactement.
Ouais. ce que je fais, c'est pas très connu. Donc, par exemple, si je te dis, bah, on va travailler sur la colonne vertébrale, rotation, machin, et que je suis pas capable de te le montrer, t'arriveras pas à le faire parce que tu l'as Hmm. pas vu au moins une fois, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, en compète, avec l'intensité et tout, j'ai toujours peur de me dire, putain, le risque de se blesser, il est Ouais. présent. Ouais. Ouais. Ok. Et du coup, je me dis, bon, pour l'instant, voilà. Ok. Ouais. Mais pourquoi pas? En vrai, c'est un truc qui me motive et je sais que la compétition, il y a que ça pour. C'est la réalité, quoi. C'est Hmm. s'exposer Ouais. à cette réalité. Après, je suis aussi en paix avec moi-même, c'est-à-dire que je suis pas à la recherche de. Moi, je suis là pour m'éclater. Tu vois, sur le tapis, quand je vais au JJB, je m'éclate. Je suis quelqu'un de good mood, tu vois. Genre, je suis pas le gars qui va te meuler le visage Hmm. pour te faire mal, pour machin. Je suis plus à la recherche de l'efficacité, de ressentir les choses, de comprendre. Et donc, c'est pour ça que moi, un combat que tu fasses avec une ceinture noire ou avec une ceinture blanche, c'est la même difficulté en vrai, parce que c'est la difficulté que toi, tu vas mettre dans la précision de tes mouvements, et il faut des fois être même beaucoup plus précis quand tu es avec un débutant que quand tu es avec quelqu'un d'expérimenté, où tu sais ce qui Ouais. va, entre guillemets, là où il va réagir, comment il va faire. Une ceinture blanche, un débutant, des fois, Ouais. tu te dis, bon, bah là, je sais pas, il réagit d'une manière qui était imprévisible, qui était pas forcément la bonne, mais qui est imprévisible, et du coup, tu dois composer avec. Et donc, Hmm. voilà, donc non, ouais, JJB, pour moi, c'est un super sport, c'est, ouais, ça t'oblige. En fait, j'aime beaucoup les pratiques où le scénario, il est ouvert. Tu vois, c'est pour ça aussi que le mouvement, j'adore ça parce qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de concept, il Ouais. n'y a pas un diplôme qui dit t'es professeur de mouvement. Bon, ça va être problématique à un moment parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un cadre et j'ai reçu des messages des fois sur Insta de gens qui me disent ouais, je veux être professeur de mouvement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, je leur dis déjà, il faut pratiquer du mouvement. Bah, tu vois, si toi demain tu es professeur de JJB et que tu n'as jamais fait de JJB, bah, avant d'être professeur de JJB, bah, là, il faut faire du JJB, quoi. Enfin, tu vois, Hmm. il y a pas mille solutions. Mais voilà, les scénarios ouverts comme ça de combat, bah, ça t'expose à avoir toujours cette recherche de trouver les solutions quand t'es bloqué, et pour moi, dans la vie, enfin, tu vois, que ça soit quand t'es entrepreneur ou des trucs comme ça, tu vois, moi, j'ai toujours été à mon compte. Bah, quand tu t'exposes à des trucs où tu te dis, attends, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais le bon truc? En fait, c'est un combat, tu vois, c'est un combat avec des fois Ouais. qui s'éternise, mais au final, c'est ça, le scénario, il est ouvert, et c'est tes choix, qui des fois vont te mettre dans des galères. Tu vois, si t'as pas fait le bon choix et que tu te retrouves avec le bras tendu, tu dis, ok, c'était pas le bon choix. Je reviens en arrière, on refait, je vais faire je vais choisir Hmm. une autre solution. Et voilà, ça t'expose en fait à, ouais, au choix que tu fais et après à ce que tu dois travailler, à améliorer. Et pour moi, c'est un peu la philosophie que j'ai au quotidien, quoi. Top. Chouette. Chouette. Vraiment. Ouais. Vraiment cool. Euh, on va arriver là à la fin du podcast. Ouais, on aurait pu encore poursuivre cet échange. Moi, je trouve ça c'est passionnant pendant longtemps. Et est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Non, non, parce Non? que j'avais pas d'attente sur quoi que ce soit. Je me souviens au début, je t'avais dit, ouais, n'hésite pas à m'envoyer, tu vois, que j'ai une idée. Et puis en fait, ça s'est très bien passé comme ça. Et je suis très content de pas savoir quelle question tu vas me poser parce qu'au final, je réponds naturellement et j'ai pas d'attente ou de questions que tu aurais dû me poser ou quoi. Et tes questions, elles étaient toutes pertinentes. C'est plus moi, des fois, je me dis, est-ce que je suis pas parti Ah, c'est le trop, but. trop dans les réponses parce que du coup, ça m'amène dans des chemins qui sont plus ou moins lointains. Hmm. Donc, ça me rappelle à des souvenirs. Mais non, merci à toi déjà pour l'invitation, pour tes questions qui m'ont rappelé des bons souvenirs. Et puis c'est toujours intéressant de remettre comme ça en perspective bah, ouais, ce qu'on fait au quotidien, tu vois, de temps en temps, c'est quelque chose que je m'efforce à faire, de prendre du recul sur les choses. Et là, avec tes questions, ça m'a Hmm. ça m'a permis Top. de le faire encore une fois, donc merci à toi.
Génial. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé me poser? Parce que moi, je pose Ouais, des questions, mais est-ce que parfois les j'en invités ai veulent... plein. J'en ai plein mais après, je pense parce que ça, du coup, ça va durer 1 heure et demie, mais dans l'autre sens. Ouais. Mais ouais, ouais, non, j'en ai plein bah, comprendre aussi ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire des podcasts, Hmm. tu vois, qu'est-ce qui t'intéresse le plus, tu vois, est-ce que c'est la partie là de mouvement, est-ce que c'est la partie de la préparation mentale, est-ce que tu Ouais. vois, pourquoi tu as décidé d'appeler ton podcast Méditation? Au début, quand tu m'as contacté, je croyais que tu t'appelais Mehdi, la façon dont tu as écrit le T'es pas le seul, podcast. ouais. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui. Mais tu vois, ça, je pense que j'en ai pas parlé, je pourrais y répondre. Pourquoi j'ai décidé de faire des podcasts? Mhm. Parce que, honnêtement, de base, c'est une démarche très égoïste. Je dois le reconnaître que, en fait, moi qui suis un passionné, curieux, qui m'intéresse à beaucoup de choses, qui a envie de comprendre, de découvrir, je me suis dit, attends, mais comment je peux faire pour avoir des échanges, des discussions avec ces gens-là que je trouve passionnants, curieux, j'ai envie d'en savoir plus sur eux, sur comment ils ont fait. Je me dis, ben vas-y, je vais créer un podcast. Dire, bon, ben voilà, j'ai un podcast, si tu veux, on échange pendant 1 heure et demie, on parle de toi, de ton parcours. Vraiment, la démarche à la base, elle est purement égoïste, quoi. Et je me dis, bon, ben le podcast, je le mets en ligne et peut-être que ça intéressera les gens. Donc, c'est plus égoïste. Et non, plus maintenant, parce que je me rends compte que ouais, j'ai des super retours. Il y a plein de gens qui suivent le podcast. Il y a des podcasts qui ont créé des déclics chez des gens. Il y a des connexions, des rencontres qui se sont faites et tout. Donc finalement, après, ben, je me suis dit, c'est un partage génial. Et en plus, moi, ben, ça alimente, ça nourrit ma curiosité, mon envie de découvrir, de connaître un petit peu tous ces sujets-là, tu vois. Et toi, tu accompagnes aussi donc les athlètes en prépa mentale. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ben, j'en profite pour passer le bonjour à Guillaume, avec qui tu t'entraînes en JJB, que Carrément. j'ai accompagné sur sa préparation mentale et qui m'a aussi encouragé à faire cet épisode. Ouais. Cool. Merci, Yes. Guillaume. Merci Guillaume, on te salue. Top. Merci encore, Gianni. Je vais mettre les liens aussi pour qu'on puisse retrouver un petit peu, ben voilà, ton travail, Movement Paris, Cognitive Sticks et tout. Donc allez voir ça, allez vous intéresser à ça, allez suivre Gianni sur Instagram et ses différents réseaux. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de mettre en avant particulièrement là pour finir? Non, voilà, enfin là actuellement je travaille beaucoup sur les formations Cognitive Stick. Ok. Donc ouais, il y a toute une équipe là qui m'a rejoint maintenant. On est 4 formateurs et on a aussi une équipe qui s'occupe, tu vois, sur les réseaux et tout là, qui est sur la conception du site, machin. Donc ouais, ça c'est vraiment le truc qui me prend énormément de temps en ce moment. Et donc sur les formations là, on va mettre la fin avril, il va y avoir la première formation, la partie entraînement. Et après, ça va s'enchaîner. Je pense tous les mois, il va y avoir une formation un petit peu partout en France. Ok. Si les gens sont intéressés, tu vois, de faire Top. ces formations, qu'ils n'hésitent pas à Ouais. me contacter. Mais sinon, s'il y a des gens qui veulent juste échanger, poser des questions, je suis toujours, euh, si je suis en capacité de répondre ou autre, ou d'échanger, Ouais. en tout cas, c'est avec grand plaisir. Top. Le message est passé. Merci beaucoup, Gianni. Merci à tous ceux qui nous auront écoutés. Je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite et à bientôt, peut-être sur les Merci à toi, tatamis. Paul. Salut Avec tout le monde. plaisir. Salut, Gianni. Merci. Ciao, Paul. À bientôt.